Le Grand Entretien, l'émission politique hebdomadaire de RCJ. Invité du Grand Entretien ce matin, Michel Rocard, ancien Premier ministre, ambassadeur de France chargé des négociations internationales pour les pôles arctiques et antarctiques. À mes côtés, Yves Deray. Michel Rocard, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. On va parler de l'actualité. On va parler de l'annonce du départ de l'UMP de Jean-Louis Borloo, du programme socialiste, des déclarations de Claude Guéant sur l'immigration et puis de politique internationale, Côte d'Ivoire, Libye. Et d'abord, le départ de Jean-Louis Borloo et du parti radical de l'UMP qui se fait sur fond de divergence sur l'immigration, sur le Front national. Est-ce que vous avez, monsieur le Premier ministre, un œil bienveillant sur monsieur Borloo? J'ai plutôt un œil bienveillant sur monsieur Borloo. Je voudrais faire une remarque sur la liste des problèmes d'actualité que vous venez de citer. Parce que vous avez oublié le plus grave, le plus terrible, qui est que l'Agence internationale de l'énergie vient d'établir que nous avons passé le pic pétrolier en 2006. Ça veut dire qu'à partir d'aujourd'hui, de ces années, nous ne tirerons plus jamais de la planète autant de pétrole que l'année d'avant. Ça veut dire que le pétrole entre en rareté un peu plus tôt qu'on avait prévu. Ça veut dire que son prix va devenir un prix dangereusement fou. C'est terrifiant. Alors, bonne chance à Borloo. Mais enfin, je crois qu'il faut mentionner les vrais événements, ceux qui font l'avenir. Jean-Louis Borloo est quelqu'un qui pense aussi ces questions-là, puisqu'il a été ministre de l'Environnement, de l'écologie. Il s'était bien battu. Mais je crois qu'il faut que nos auditeurs sachent cet événement pétrolier de première gravité. Alors on va en parler puisqu'on parlera de politique internationale à la fin de l'émission, mais cet événement est quand même un événement important. Jean-Louis Borloo qui quitte, est-ce que ça pourrait, et qui annonce peut-être une candidature qui pourrait être soit une candidature d'appoint pour la majorité, soit au contraire ça pourrait être le chevènement ça pourrait être ce qu'a été chevènement pour Lionel Jospin. Voilà, ce qui me fait rire, c'est votre insistance sur le sujet. Nous allons vers notre 9e ou 10e, je ne sais plus, 9e je crois, élection présidentielle. Donc il y en a eu 8 derrière nous, dans la Ve République, on connaît bien la mécanique, elle est rodée. Il n'y a que 2 cas sur 9 faits où le gagnant final était déjà connu et donné gagnant un an avant. Tout le temps, ça change et c'est bizarre. Les substitutions de candidats dans le même camp, c'est le plus fréquent. Balladur très tard, remplacé par Chirac, Chaban battu très tard par Giscard, etc. Quelquefois surprise de la victoire du camp d'en face, etc. Alors que les sondages ne donnaient pas nécessairement un an avant. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que parler de la présidentielle plus de 4 mois avant n'a pas de sens. Alors ça amuse le tapis, c'est gai, on le fait tous. Moi aussi je parle de la présidentielle, mais ça sert à rien. Et ça n'a aucun sens. Alors si vous voulez bien, je peux souhaiter bonne chance à Borloo, qui est plutôt un type gentil. Moi je voterai social-démocrate de toute façon, quoi qu'il arrive. Mais on a le temps de voir. Mais justement, tiens, social-démocrate, on l'a écouté alors dans son émission qui était Les Adieux d'Arlette Chabot sur France 2, à vous de juger. Le programme qu'il a présenté et les grandes lignes qu'il en a un peu tracées était assez, au fond, social-démocrate et écologique. Est-ce qu'il ne ferait pas, au fond, Borloo, pourquoi pas, un allié dans une coalition, disons, qui est de la gauche et du centre, que vous avez toujours appelé de vos voeux vous-même, monsieur Rocard? Oui, j'en sais rien. Je suis fondé à le souhaiter, bien entendu. Mais je trouve qu'il nous reste, quand on est en avril, il nous reste à peine 13 mois pour faire un exercice énorme. C'est celui de décoder le bavardage politique lié à des idéologies par rapport à la réalité des faits. L'écologie, c'est plus une affaire de programme, c'est une affaire de conscience et de faits qui se passent. Et il y aurait disqualification pour n'importe quel candidat, y compris Sarkozy ressortant, à ne pas évoquer tous ces graves problèmes.
Et lui, le président Sarkozy ressortant, il faudra qu'il s'explique sur l'abandon de la bataille pour la taxe carbone, alors que toute l'humanité attend ça, que c'est une urgence, et que c'est aggravé d'une certaine façon par le pic pétrolier que j'attendais. Mais Nicolas Sarkozy, monsieur le Premier ministre, il a dit clairement que les questions écologiques, il en avait un peu marre. Il l'a dit aux agriculteurs, il l'a dit, voilà, le Grenelle ne lui a pas rapporté un électeur, et donc, voilà, très concrètement, il a l'air de se détourner de ces questions. C'est un peu tôt pour mesurer les électeurs que ça lui rapporte, c'est pour l'an prochain, si vous voulez bien. Deuxièmement, il a encore un an pour se corriger. Troisièmement, il peut raconter ce qu'il veut, l'écologie nous assaille. Il y a à la fois le réchauffement climatique, la menace, c'est un peu la même chose, la menace d'une élévation du niveau des océans, ce qui est assez terrifiant. Des menaces alimentaires et des menaces de pollution de toute nature, chimique notamment, pétrochimique. Et puis, il va falloir ouvrir le débat sur le fait de savoir quel degré de sécurité on peut donner au nucléaire pour le garder. Et tout ça, on ne peut pas éviter les questions. Que le président Sarkozy ait un mouvement d'humeur, parce que la décision du Conseil constitutionnel l'a gêné, on peut le comprendre. Mais on ne construit pas l'avenir sur des mouvements d'humeur. Il faut entrer dans le durable, et ce sera pour lui aussi une obligation. Et je prends le pari avec vous, il reviendra sur cette phrase. Michel Rocard, est-ce que le débat sur la laïcité, qui a fait beaucoup de vagues, qui a occupé un peu l'actualité cette semaine, fait partie aussi de ce que vous avez appelé du bavardage? Est-ce que c'est un débat pour rien? Parce qu'il en est sorti quand même, l'UMP a listé 26 propositions, il va y avoir une proposition parlementaire. Est-ce que vous considérez que c'est un débat pour rien? Quelle est la difficulté, là ? La laïcité, c'est le ciment de la République française. C'est une façon de définir non seulement la neutralité, mais l'égal respect de l'État pour toutes les croyances. Et c'est vrai que l'intensification du nombre de musulmans en France change un peu la donne, puisqu'ils ont des pratiques religieuses qui ne sont pas toutes compatibles avec l'absence de représentation publique qu'implique la laïcité. Mais ce qu'il faut bien comprendre et savoir, c'est que la laïcité a été un concept constamment mouvant. On a commencé, la France laïque s'est construite pour se débarrasser de l'excès de puissance et de l'influence politique de l'Église catholique. C'est d'ailleurs pas pour rien que les textes fondateurs de la laïcité ont été écrits par des protestants, pour beaucoup. Ce qui veut dire qu'il n'y a là aucun mépris d'une croyance. Quand Ferdinand Buisson ou quelques autres écrivent toutes ces lois, on sent une tolérance qui est marqué de christianisme. Jaurès aussi a joué un grand rôle là-dedans, mais brillant. C'est brillant, le rapporteur de la loi de séparation des églises et de l'État, et Briand était un homme de tolérance et de grand respect mutuel. La France n'a pas mis en place une laïcité sectaire et combative, elle a mis en place une laïcité de tolérance. Mais cette façon de pratiquer la tolérance change un peu au fur et à mesure d'arrivages nouveaux. On a eu un petit problème lorsque de l'ordre d'un demi-million de confessants juifs sont venus d'Algérie. Mais ça s'est passé sans drame. Alors, il est toujours bon d'en parler, de rappeler, de faire de la pédagogie, d'adapter, de construire des lieux de culte pour les nouveaux arrivants. Tout ça est tout à fait important. Le risque des débats politiques sur la laïcité dans l'atmosphère où ça s'est présenté, c'est de le figer. C'est de prétendre qu'à un moment donné, elle se définit comme ça, point, qu'on n'en bouge plus et qu'on en tire des lois éternelles. Et ça, c'est de la folie, puisque la laïcité est un concept dont les conditions d'adaptation doivent évoluer de manière constante. Mais nous avons maintenant le problème d'adapter la laïcité non plus du tout à la dominance de l'Église catholique, mais à une pluralité religieuse avec multiplication de signes extérieurs, que jusqu'à présent, nous n'acceptions pas d'abord à l'école, ni dans les hôpitaux, ni nulle part ailleurs. C'est donc compliqué. Pour ma part, je préfère plutôt une évolution relativement progressive. Et puis,
Il peut même y avoir des différences un peu territoriales. Vous avez des départements entiers de France où il n'y a pas un seul personnage, un seul habitant d'origine étrangère. Vous en avez beaucoup, au contraire, ça monte à 10, 15, 20%. Monsieur le Premier ministre, ce débat, quand même, tout le monde l'a bien vu. Au départ, devait être un débat sur l'islam. Il a, dans l'affichage, évolué vers un débat sur la laïcité, mais quand on regardait bien comment ça marchait, il y avait une table ronde sur la laïcité un peu générique, et puis une table ronde sur l'islam. Donc c'était quand même le problème, clairement, des musulmans qui était posé. Est-ce que vous avez aujourd'hui le sentiment que les musulmans de France peuvent se sentir stigmatisés par ces débats à l'UMP, par les déclarations aussi du ministre de l'Intérieur? On y reviendra. Eh bien justement, c'est le risque. C'est le risque. Derrière tout ça, il y a un empoisonnement général qui est l'impossibilité de conclure la guerre entre Israël et le peuple palestinien. Et ça, comme il y a beaucoup de confessants juifs et beaucoup de confessants musulmans en France, ce cancer prolifère ici chez nous. C'est bien normal et c'est très difficile de le calmer. Et puis en plus une autre faute énorme. Après le 11 septembre 2001 aux États-Unis, le président Bush s'est bien parlé de la guerre contre le terrorisme. Que le terrorisme soit effroyable, condamnable, qu'il faille l'éradiquer, c'est une évidence. Mais le mot de guerre n'est pas approprié. Qui dit guerre, en fait, dit toujours territoire et population. Et si on ne considère pas qu'il y a des territoires entiers en cause et des populations entières en cause, alors on est ramené aux techniques de la police. C'est-à-dire aux techniques de la limitation et de l'éradication de conditions d'action personnelles d'individus qu'il faut extraire du peuple environnant sans brutaliser ce dernier. La généralisation du concept de guerre avec ce qui s'en est suivi est une catastrophe dont la logique est d'aller à la guerre civile internationale entre 1,5 milliard de chrétiens et 1 milliard de musulmans. C'est hyper dangereux et totalement fou. Et c'est dans ces conditions-là qu'il faut que nous réapprenions à vivre ensemble. Parce que dans ce climat-là, les religieux islamiques et les États islamiques, qui la plupart sont modérés et condamnent tous le terrorisme, hésitent à porter combat contre des gens qui se représentent comme des résistants à l'omnidomination de l'Occident et du profit. Et c'est ça avec quoi il faut en finir. J'aimerais que le débat tourne sur ces questions-là. Alors, ce sont des questions que le débat, il semble prétendre isoler la France toute seule là-dedans, ce qui n'a pas de sens. Alors, vous parlez de toutes ces questions très longuement dans le livre que vous co-signez avec Alain Juppé, La politique telle qu'elle meurt de ne pas être, où vous dites notamment que vous terminez sur le terrorisme en disant le terrorisme, c'est une affaire de police. On va en parler, mais auparavant, le programme socialiste dont vous avez dit que c'était, enfin le projet du PS pour la présidentielle de 2012, vous l'avez qualifié de bonne surprise. Le texte présenté mardi par Martine Aubry. Est-ce que, vous avez dit tout à l'heure, je suis un social-démocrate, est-ce que c'est un projet social-démocrate selon votre cœur ? Alors, c'est d'abord pas un projet complet. C'est la boîte à outils du futur candidat. Chacun y rajoutera des choses, on enlèvera peut-être quelques-unes. Quand on votera sur quelque chose qui sera un éclairage un peu différent, mais c'est la matière première. C'est une partie de la matière première. À cet égard, qu'est-ce qu'il dit ? Il veut un plus grand souci des moins nantis et des pauvres dans notre société. Il veut lutter contre le chômage. Tout ça, c'est du socialisme dans une pratique démocratique et dans une pratique réformiste régulière. Il n'y a plus une dimension de ce programme qui laisse penser qu'on veut travailler à des à-coups brutaux. Au grand soir. Bon, cette image est terminée. Alors, comme elle est terminée, on entre dans la zone qui est mondialement celle de la social-démocratie. C'est le nom d'origine de notre internationale. Elle était née sous ce nom, d'ailleurs. Michel Rocard, Madame Martine Aubry est quand même un peu la coordinatrice de ce projet, oui, de absolument. se prévaloir d'avoir il faut l'en féliciter. Et les Français semblent, dans leur grande majorité, adhérer à ces propositions, puisque je crois que le sondage nous dit qu'il y a 70% des Français qui adhèrent aux propositions de ce projet. Est-ce que vous pensez que Martine Aubry a fait un pas vers la candidature présidentielle? Elle devient la candidate un peu naturelle du Parti socialiste? Foutez-nous la paix. Je vous disais tout à l'heure que ça n'a aucun sens de parler de la présidentielle plus de 4 mois avant.
Oui, Le sauf Parti que vous socialiste, savez qu'il y a nous des parlons élections des primaires primaires. quand même. Le Parti socialiste a la chance d'avoir beaucoup de talent dans ses rangs. Ils ont encore 6 mois pour s'égayer et pour démontrer quel est le plus populaire. Nous verrons dans 6 mois. Ça m'est égal d'en parler avant. Mais Martine Aubry vient de faire un fameusement bon travail parce que ça fait quand même une dizaine d'années que le Parti socialiste n'était plus capable de réfléchir ensemble. On a vécu quand même une espèce de petite crise. Mélenchon est parti. Enfin bref, Le dernier des congrès, bagarres. on s'en souvient. On n'était plus capable de parler ensemble. Et puis il restait des résidus d'une tradition politique d'économie administrée. Et puis un peu de grand soir, de grosses réformes qui vous résolvent d'un coup plein de choses à la fois. C'était l'idée des nationalisations qui n'ont pas servi à grand chose finalement, comme je le pronostiquais moi. Mais j'étais bien seul à l'époque. Il y a eu d'ailleurs beaucoup de Maintenant- privatisation par la suite sous Jospin. Oui, pas seulement par nous d'ailleurs, mais Jospin en a fait pour sa part. Moi, j'ai juste amorcé la sortie du Nini. Bon. Reste que le texte actuel est beaucoup plus réaliste, beaucoup plus sérieux et surtout prévoit une action beaucoup plus progressive en quelques années. Alors que Martine ait conduit ce travail, c'est un vrai résultat. Elle a dû y mettre beaucoup d'énergie, de soins et de temps et c'est un plus pour elle, c'est clair. Est-ce que Dominique Strauss-Kahn, selon vous maintenant, au vu de la situation en France, la crise qu'on peut traverser, doit se prononcer et dire s'il a envie, au fond, de mettre les mains dans le cambouis en France et lâcher Washington? Là, il faut que je me mette à vous engueuler, vous autres les journalistes. C'est la 3e fois dans cette émission, monsieur le Premier ministre. Mais sur le même sujet. Ah, d'accord. Comme vous l'avez entendu, c'est vous qui revenez. Bon, mais moi, je vais pas changer d'avis. Je suis désolé. Vous êtes d'ailleurs un homme délicieux. J'ai aucune espèce d'envie de chercher le conflit. Mais toutes les présidentielles, sauf une, ont donné un effet surprise. Parfois de premier tour seulement, parfois de second tour. Et tous ces effets de surprise, on les a vus s'esquisser dans les 2 derniers mois, dans les derniers moments. De plus, tout le monde sait, et François Mitterrand avait illustré, le fait que pour gagner, il y a intérêt à partir très tard. Tout le monde le sait. François Mitterrand, en 1988, il s'était annoncé en février de l'année de la campagne, pas de l'année d'avant. Oui, hein. c'est vrai. Bon. Et donc, toute idée de pousser quelqu'un à se déclarer avant terme, c'est le pousser au massacre. C'est ce que vous venez de faire. Bon, c'est gentil à vous, mais permettez que je reste maître de mes instruments intellectuels. Mon conseil de Dominique Strauss-Kahn, c'est de se déclarer le plus tard possible, parce que c'est une condition de la victoire. Il est votre Voilà, candidat? Il est voilà. votre candidat? S'il y Plutôt, va, s'il y va. on reparlera de ça quand il sera temps. C'est-à-dire de 4 Bon, mais mois s'il avant. y va. S'il vient, on verra bien. Ça dépendra qu'il y a d'autres. Alors, Mais j'espère. C'est un très bon candidat quand même, faut bien le dire. Bon. Bon, j'espère ne Ça pas va mieux en susciter disant. une 4e engueulade, mais je voudrais parler quand même du C'est pas des principe engueulades. primaires. Il ne s'agit pas d'engueulade, il s'agit de respecter quelques principes de politique, dont celui que le candidat qui parle le plus tard est celui qui est le mieux placé, enfin, etc. Alors, on peut parler quand même des primaires, puisque Jean-François Copé a mis en cause cette semaine la légitimité des primaires et l'Archer réclame une enquête pour voir si les primaires sont tout à fait juridiquement fondées, en cause le fait d'utiliser des fichiers électoraux, le fait de faire payer les membres, enfin les votants. C'est une mauvaise querelle. Un peu oui, parce que la droite actuelle joue de la situation, mais elle pourrait bien avoir besoin de ce mécanisme aussi. Quelle est la caractéristique française par rapport à presque tous nos voisins d'Europe? Nos partis sont tout petits en effectif. Il y a 1,5 million de conservateurs allemands, il y a 800 000 sociodémocrates allemands, nous sommes 130 000 au PS, et ils sont pour 200 000 à l'UMP. Cette comparaison est formidable. Et puis, nous sommes plus fractionnés. Il y a en France une demi-douzaine d'étiquettes politiques dans chaque coalition, inégalement grande, c'est vrai. Donc, cette idée qui nous vient des États-Unis, qu'une sélection par l'électorat du candidat, c'est plutôt une bonne idée. Alors, l'Archer s'indigne en disant « mais c'est peut-être pas légal ».
peut-être que si l'idée est bonne, il faudra adapter la loi. Après tout, ce serait ça la bonne sortie. Et je pense que la situation peut changer. Pour l'élection suivante, la droite pourrait bien en avoir besoin. Autrement dit, il y a peut-être un progrès possible. Nous avons exploré le travail législatif, on l'a pas fait. Peut-être il y aura un tribunal. Moi, je respecte la justice de mon pays. S'ils veulent saisir un tribunal pour savoir si c'est légal, ils ont raison, il faudra le faire. Mais je maintiens que si ce mécanisme s'avère positif, ça serait peut-être pas mauvais de lui faire sa place dans la loi. Deuxièmement, quand elle est déclarée illégitime, alors là, permettez que je rigole franchement. La légitimité, c'est dans le camp de la gauche qu'elle peut se chercher. On ne va pas demander à la droite d'accorder la bienveillance éthique ou morale à nos procédures de désignation de candidats. On n'en a rien à faire. Il suffit qu'elle se soit jugée légitime par nos électeurs. Or, on verra, il y aura d'abord une participation, mais de toute façon, il y a une sympathie pour ce processus chez nos électeurs. Moi, je vais tout vous dire là-dessus. J'ai fini par soutenir l'idée de proposer les primaires, mais très tard, j'ai beaucoup hésité. Mais je pense quand même que c'est une bonne sortie de la petitesse de nos appareils et de la nécessité où nous étions d'empêcher que ce soit un tout petit nombre de militants d'appareils encartés depuis longtemps qui est l'exclusivité du choix des candidats. C'est trop gros pour eux parce qu'ils ne sont pas assez nombreux et de ce fait pas assez représentatifs, parce que la France est malade de la petitesse de ses partis politiques. Monsieur Michel Rocard, une question un peu personnelle peut-être, mais néanmoins on se la pose. Quand vous entendez les déclarations de Claude Guéant sur l'immigration, qui veut qu'on réduise le nombre de personnes admises au titre de l'immigration du travail, qui veut réduire le regroupement familial, bon, c'est toutes ces déclarations qui donnent le sentiment quand même qu'aujourd'hui le gouvernement chasse sur les terres du Front National. Est-ce que vous vous dites pas de temps en temps, que suis-je allé faire moi dans cette galère ? À un moment donné, un peu de l'ouverture, puisque vous avez accepté des travaux pour le compte, notamment du président de la République. Oh là. Il y a 1,5 million de fonctionnaires de l'État en France. Je fais partie de ces fonctionnaires de l'État en acceptant des travaux ponctuels comme tous les fonctionnaires. Vous êtes un homme politique très représentatif dans ce pays. J'étais. En tant qu'homme politique, je suis retiré et j'exécute des tâches précises pour le gouvernement de mon pays, comme n'importe quel démocrate se devrait de le faire. Je pense en plus que la politique de non-participation à tout que pratique le PS par rapport au fonctionnement de la démocratie, sous prétexte qu'en ce moment notre majorité est de droite, est une politique stupide et dangereuse. Nous sommes là pour servir les électeurs et si nous n'avons pas d'accord avec un projet politique global, on participe au gouvernement, mais tous les jours, il y a quantité de choses sur lesquelles il faut faire avancer les problèmes, et sur lesquelles gauche et droite peuvent très bien tomber d'accord sur une meilleure gestion de la sécurité sociale ou de l'assurance, et faire marcher la sauce collective tous ensemble. Ne mélangeons pas. Je n'ai accepté aucune tâche qui suppose, qui soit de nature politique. Vous avez refusé un ministère, en fait? Vous avez refusé d'être ministre? Non, on ne l'a pas proposé. Tout le monde savait que je refuserais. Et donc, ils ne m'ont pas proposé. On est au clair. J'ai accepté des tâches ponctuelles. Et pour deux d'entre elles, les pôles et la présidence de la commission d'experts sur la taxe carbone, c'était une continuation pour moi de boulot déjà commencé. Mais c'est du ponctuel dans un registre bien délimité, ça n'avait rien de politique. Ne mélangeons pas. On a le droit d'être retraité et de rechercher un métier. Je suis retraité de la politique. Alors, la politique internationale, Afghanistan, Libye, Côte d'Ivoire, la France est engagée sur ces trois terrains-là. Est-ce que Nicolas Sarkozy est devenu un va-t-en-guerre? Et est-ce que gauche et droite, est-ce que ça fait partie des sujets sur lesquels gauche et droite doivent travailler en commun? Afghanistan, Côte d'Ivoire et Libye. Est-ce que Nicolas Sarkozy est devenu un va-t-en-guerre? Est-ce que c'est lui qui les a déclaré ces guerres? Il est pour rien. On n'échappe pas. Et la France est une assez grande puissance, ayant eu des relations avec tel ou tel de ces pays, enfin avec en tout cas la Côte d'Ivoire, pour n'avoir pas le droit d'échapper. C'est bien que la communauté internationale tout entière en Libye se soit décidée à empêcher un massacre qui commençait. C'est bien. En France, les forces françaises spécifiquement ont agi, mais à la demande de l'ONU.
c'est la moindre des choses. Et par conséquent, oui, je crois que sur ces sujets, un accord droite-gauche est à rechercher, ça vaudrait mieux, parce qu'il s'agit de notre engagement international, il s'agit de la manière dont la France défend des valeurs de droits de l'homme, de paix négociée, de procédures démocratiques, qui sont des valeurs mondiales et sur lesquelles la non-intervention serait une trahison. On n'est pas un petit pays qui peut regarder ça de loin en se lavant les mains. Nous sommes membres permanents du Conseil de sécurité, ça donne aussi des responsabilités. Nous avons une co-responsabilité sur la gestion de tous les conflits du monde. C'est peut-être lourd à porter, mais c'est comme ça. Et je pense pour ma part, mais remarquez, ni sur la Côte d'Ivoire, ni sur la Libye, je n'ai relevé de grandes bagarres parlementaires. Le Parti socialiste suit plutôt, quitte à discuter le détail. Sur l'Afghanistan, la permanence de la présence étrangère commence à poser un problème, parce qu'on se demande si elle est compatible avec la création là-bas d'un peu plus de démocratie par le gouvernement qu'ils ont maintenant. Un gouvernement faible, c'est sûr, mais il n'est pas improbable que la présence étrangère le gêne plus qu'elle ne le renforce. La force française licorne bombarde la résidence présidentielle de l'ancien président Laurent Gbagbo, qui a été un compagnon de route évidemment du Parti socialiste, que vous-même qualifiez il y a peu de temps encore de votre ami, comme étant votre ami. Il l'a été, il l'est plus. Hein. Il l'est plus. J'aime pas beaucoup les criminels. D'accord. Et la force française licorne bombarde à la demande de l'ONU. Le refus de Laurent Gbagbo d'enregistrer qu'il était battu aux élections est un scandale. Et son comportement qui va jusqu'à transformer un désaccord politique en un conflit militaire est une confine au crime. Enfin, c'est vrai que je connais bien Laurent Gbagbo, que j'ai vu présent à beaucoup des congrès socialistes depuis 25 ans. Juste avant l'élection présidentielle en Côte d'Ivoire, vous l'avez encore revu ? Non, il y a longtemps. Je l'ai rencontré par hasard lors du 50e anniversaire de l'indépendance du Cameroun, où je me trouvais à l'invitation du président Paul Biya. Gbagbo était là, on s'est serré la main. Mais je me souviens lui avoir dit à insistance, dépêche-toi d'organiser des élections, tu n'es plus légitime, et encore moins légal. Bon. Il m'a dit, je sais, je vais les faire, et il les a perdus. Voilà. Mais il aurait dû le reconnaître. Et maintenant, il n'est plus susceptible de se fonder sur notre amitié. Enfin, c'est bien clair, tout ça est parfaitement scandaleux. Michel Rocard, vous signez un texte dans Le Monde demandant l'attribution du prix Nobel à Stéphane Hessel. Vous rappelez son cursus qui est tout à fait respectable, mais vous dites aussi vous dites dans le texte qu'il œuvre pour le rapprochement des peuples et quand Monsieur Hessel, on a du mal, je dois dire, à vous suivre là-dessus parce que quand Monsieur Hessel soutient le Hamas à Gaza en se fondant sur le rapport Goldstone qui a été désavoué par son auteur cette semaine, qui a exprimé des regrets, vous trouvez que c'est militer pour le rapprochement des peuples que de soutenir le Hamas à Gaza ? Je ne dirais pas qu'il soutient le Hamas à Gaza, c'est une formule un peu trop simplifiée. Nous savons tous que les 2 millions d'habitants de Gaza sont menacés de mort de faim. Nous savons tous que la petite mare, la pièce d'eau qui sert de défouloir aux eaux usées de tout Gaza est en train de déborder. Nous savons que les nappes phréatiques de Gaza sont en train d'être polluées. Nous savons tous, j'y suis allé 4 fois. J'ai regardé tout ça de très très près. Gaza est dans une situation humanitaire absolument terrifiante. Et c'est de tout ça, mais en même temps, dans une situation terrifiante parce que la conduite de la guerre par Israël bloque un certain nombre de projets, notamment des projets concernant l'eau potable, etc., etc. C'est l'appel contre tout ça que lance Stéphane Hessel. C'est dur à entendre puisque il parle d'une zone en guerre. Il reste que je lui donne raison là-dessus aussi, mais à condition qu'on ne le caricature pas.
Le Hamas aussi a commis des brutalités qui ne sauraient être couvertes. Il a été voir les responsables, il a été voir le Premier ministre à Gaza. C'est une manière d'apporter son soutien. Quand on sait aujourd'hui que le FMI vient de considérer que l'autorité palestinienne allait dans le bon sens en Cisjordanie, et aux dirigeants du Hamas à Gaza, ça veut dire quelque chose dans le contexte actuel. Il est allé... Vous vous êtes entendu parler, là, votre phrase est précise. Vous lui faites grief d'être allé voir des personnes, des représentants, etc. Indépendamment du fait de savoir s'il leur a dit « je suis complètement d'accord avec vous », s'il leur a dit « vous devriez changer ça », on l'ignore. J'ai une vieille religion. J'ai été amené à l'appliquer récemment avec l'ambassadeur d'Iran à Paris. Quand on a des désaccords, il y a deux traitements. Ou la guerre, et on tire, et on se serre pas la main. Mais tant que c'est pas la guerre et qu'on ne tire pas, on se serre la main et on parle, c'est une nécessité. Et par conséquent, je n'en voudrais jamais, moi, et je pratique ça, à n'importe qui, de rencontrer des responsables politiques de tous bords avec lesquels, y compris, il est en désaccord aussi longtemps qu'on n'a pas décidé que ça relevait des tribunaux ou de la guerre. Mais je peux vous dire que il est tout sauf un extrémiste. C'est pas un homme du Hamas. Qu'est-ce que c'est que cette idée? C'est même une plaisanterie. Monsieur le Premier ministre, il y a ce qu'on appelle depuis quelques mois maintenant le printemps arabe. Enfin, ça a commencé en hiver, on est au printemps, ça finira peut-être à l'automne, ou ça continuera en tout cas. Ce printemps arabe est un mouvement de démocratisation du monde arabe. Est-ce que vous le soutenez? Est-ce que vous pensez que ce mouvement peut à un moment donné aussi toucher le peuple palestinien, les organisations palestiniennes, et pourquoi pas aider le processus de paix? C'est un mouvement fabuleux, c'est un mouvement tout à fait extraordinaire. Il y a un malheur arabe, il y a une humiliation arabe. Les 22 États membres de la Ligue des États arabes sont à peu près tous des dictatures. Quasi. Il n'y a que le Liban qui peut prétendre un peu... Et encore, c'est bien difficile, et notamment en ce moment. Et en plus, ces pays sont pour beaucoup, pas tout à fait tous, mais pour beaucoup, ravagés de conflits, de jeux d'influence à dominante religieuse extrémiste. Aussi bien chez les sunnistes que chez les chiites et les alaouites pour être des sunnites dissidents, au fond. Enfin, une troisième secte, n'ont pas non plus pris l'habitude d'une présence internationale pacifique et discutante. Dans ces conditions, voir exploser des colères sociales qui mettent en cause l'autoritarisme de la dictature, qui exigent de manger mieux, de vivre mieux, puisque tout ça se traduit par des blocages au développement, et qui se font sans mentionner une inimitié extérieure quelconque. On a brûlé là-bas aucun drapeau, ni celui de la France, ancienne colonisatrice en Tunisie, ni celui des États-Unis, ni même et surtout celui d'Israël. Mais c'est pas joué et pas fini. Les pouvoirs ont changé en Tunisie. Constitution complète. En Égypte, ils sont dans des pourparlers avec une armée qui garde vraiment le pouvoir, mais qui a décidé de jouer le peuple contre le tyran. C'est tout de même quelque chose. Au Maroc, le roi vient d'annoncer la mise en place d'un comité chargé de proposer une nouvelle constitution. Nouvelle constitution, c'est un coup assez énorme. Pour Bahreïn, pour le Yémen, on ne sait pas encore. Mais tout ça est bien difficile. Je porte l'espoir que ce monde arabe se trouvera plus paisible, plus proche des revendications des besoins des autres peuples de la planète et adoptera des façons d'être plus adaptées à une vie internationale pacifique. Merci. Et donc peut-être ça donne un espoir de plus à votre question. Merci, Monsieur le Premier ministre, d'avoir été notre invité. Je rappelle que vous co-signez avec Alain Juppé, Michel Rocard, La politique telle qu'elle meurt de ne pas être, un débat conduit par Bernard Guetta chez Jean-Claude Lattès. Je précise aussi que cet entretien, vous pouvez le retrouver dans son intégralité en vidéo sur YouTube et également sur le site de notre station www.radio-rcj.info